Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié aux recherches menées par les enseignants-chercheurs et les chercheurs de notre université. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nom que vous utilisez sans forcément le connaître, Pierre Bézier. Pour en discuter, nous recevons Alain Michel, professeur des universités en histoire contemporaine et membre du laboratoire de recherche IDHES Évry. Ingénieur chez Renault, pendant plus de 40 ans, Pierre Bézier est notamment à l'origine des courbes de Bézier, aujourd'hui utilisées dans de nombreux domaines. Dans cet épisode, nous allons revenir sur son parcours, ses innovations, mais aussi sur les raisons pour lesquelles cet ingénieur est resté dans l'ombre. Bonjour Alain Michel. Bonjour. Qui était Pierre Bézier et pourquoi son nom est-il aujourd'hui si peu connu malgré l'importance de ses travaux ? Alors, Pierre Bézier est méconnu, à mon avis, pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a une histoire qui est pratiquement inconnue, le début de sa carrière, et parce qu'il y a une deuxième partie de sa carrière qui est quasiment incompréhensible. Alors, Pierre Bézier a d'abord été un ingénieur chez Renault, constructeur automobile à Billancourt, en région parisienne, où il est entré en 1933, après une double formation, d'abord à l'école des arts et métiers, et ensuite à l'école supérieure d'électricité. C'est-à-dire que c'était un gazard, un mécanicien, et en même temps, c'était un supélec, c'est-à-dire un électricien. Il fait toute sa carrière, donc, au même endroit, mais une entreprise qui a connu de profondes modifications. Il a commencé donc en 1933 à l'époque de Louis Renault, mais pendant la Grande Dépression. Bon, il a ensuite continué sa carrière pendant l'occupation, ce qui n'était pas rien. Et enfin, il a poursuivi au moment de la nationalisation de Renault, qui est devenue la Régie nationale des usines Renault, où il est resté jusqu'en 1975. Donc ça, cette partie-là, elle est relativement pas connue. Par contre, ce qui est connu de Pierre Bézier, c'est le fait qu'il soit l'inventeur d'une formule mathématique qu'on appelle maintenant les courbes de Bézier. Et ça, c'est difficilement compréhensible parce que on se demande que vient faire un mathématicien dans la peau d'un mécanicien. Et quand on parle de ces courbes de Bézier, comment elles ont changé notre manière de concevoir et de fabriquer des objets ? Comment Pierre Bézier est passé justement de la partie mécanique à la partie plutôt du design et de cette fameuse formule mathématique. Alors, en fait, ce passage, il est lié à un incident de parcours de la carrière de Pierre Bézier. C'est-à-dire que Pierre Bézier a d'abord été un mécanicien et en 1960, c'est-à-dire à peu près aux 2 tiers de sa carrière, quand il avait 50 ans, il a été déplacé, un peu contre sa volonté, dans un autre service de la même entreprise. C'est-à-dire qu'il était mécanicien et il a été placé chez les carrossiers. Et ça, Pierre Bézier l'a perçu comme un exil. Alors, ce qui se passe, c'est que du coup, vous avez un mécanicien de premier plan, un directeur de la mécanique de Renault, qui se retrouve à observer le travail de ses collègues carrossiers. Et qu'est-ce qu'il observe ? Il observe que dans le travail de la carrosserie, il y a tout un ensemble d'approximations qui sont réalisées et qui choquent en fait un outilleur, habitué, on dirait, à des mesures beaucoup plus précises, qu'on appelle des cotes. Alors, qu'est-ce qu'il observe ? Effectivement, il observe que pour les carrossiers, le travail commence par le dessin du styliste, donc un croquis en quelque sorte sur une feuille, transformé ensuite en plan, mais tout ça, donc plan éventuellement à l'échelle 1, et tout ça sur une surface en 2 dimensions. Et dans un deuxième temps, ces stylistes des bureaux d'études réalisent une maquette, donc une maquette réduite, c'est-à-dire qu'ils transforment un dessin en 2D en un objet en 3D. Et troisième étape d'approximation,
ils vont utiliser donc le choix de cette maquette modèle réduit pour faire ce qu'on appelle une matrice de tôlerie, c'est-à-dire ils vont faire la forme sur laquelle sera posée la tôle et elle sera pressée par une grosse presse, etc., pour donner la forme à une pièce de carrosserie. Et là, dans tous ces processus, il y a tout un ensemble d'approximations. On fait comme on peut. Et d'autant plus que le problème, c'est que si jamais on se décide de transformer le moindre détail de cette matrice, du coup, il y a tout le processus qui est à refaire. Mais du coup, pour quelqu'un qui était habitué à la précision de la mécanique, ça a dû un petit peu aller en contradiction avec ses propres valeurs. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il a dit ça, c'est ridicule. Et il s'est dit comment faire pour effectivement éviter cette série d'approximations. Et son idée a été de définir les formes mathématiquement. En fait, les définir mathématiquement de façon à ce que, à chaque passage d'un dispositif à un autre, du coup, on ait des valeurs numériques exactes qui permettent d'empêcher toute transformation. Et deuxième intérêt qu'il y voyait, c'est que si on a besoin de changer quelque chose, il suffit de changer la formule, en gros, et non pas changer l'ensemble des artefacts qui ont été créés. Voilà, donc en fait, c'est un mécanicien qui a proposé une autre façon de faire et qui a donc eu une vision qui était une vision globale, c'est-à-dire que jusqu'à présent, le bureau d'études donnait des informations au bureau des méthodes qui était chargé de fabriquer. Donc il y avait la conception d'un côté et la fabrication de l'autre. Et lui, comme il était du côté, au départ, en tant que mécanicien, il était du côté de la fabrication, lui, il a conçu un système global, c'est-à-dire qu'il pensait la fabrication au même moment que la conception. D'où ce qu'on appelle la CFAO, conception et fabrication assistée par ordinateur, que les Américains ou les Anglais définissent comme CAD, CAM, c'est-à-dire Computer Aided Design et Computer Aided Manufacture. C'est-à-dire qu'eux séparent et Pierre Bézier a proposé de tout mettre ensemble. De faire un tout cohérent. Voilà, de faire un dispositif, en fait, un logiciel qui intègre tous les aspects de la fabrication dès la conception. Entre 1933 et les 30 Glorieuses, il y a eu de profondes mutations technologiques qui ont accompagné sa carrière. Alors, quelles sont les transformations qui ont accompagné ? Effectivement, pendant sa carrière, on est passé de ce que j'appellerais la mécanisation vers l'automatisation. L'idée de la mécanisation, c'est on utilise une machine pour aider le geste du travailleur, là où l'automatisation qu'a développé Pierre Bézier dans le premier temps de sa carrière, ça a été une automatisation dans laquelle, en quelque sorte, la machine sert à produire une série d'opérations. Et ça, c'était dans les années 40, en quelque sorte, 40, 45, 50. Et dans les années 50, il y a un nouveau dispositif qui arrive, c'est ce qu'on appelle la commande numérique. Numerical Control, venu des États-Unis. Et on dit à Pierre Bézier qui avait mis en place, mais j'en ai pas encore parlé, qui avait mis en place donc, ce qu'on appelait les têtes électromécaniques, dans lequel il avait mis en quelque sorte de l'électricité dans la mécanique. Et on lui dit maintenant il faut faire du numérique. Et ça veut dire mettre de l'électronique. En gros, c'est de l'électricité courant faible. Donc ça, on lui a dit, votre système de tête électromécanique s'est dépassé. Donc il faut faire quelque chose comme ce que font les Américains. Et là-dessus, il a dit chiche. En gros, il a dit OK, je vais le faire. Bon, il a recruté un ingénieur spécialisé en courant faible et ils ont mis en place donc des commandes, des machines-outils à commande numérique. Et là-dessus, c'est ce qui est arrivé en 1960. On lui a dit non, on arrête, on va externaliser. Les Américains savent faire ça mieux que nous, donc vous arrêtez. Et en gros, c'est un moment où on a mis Pierre Bézier, ce qu'on appelle dans un placard.
C'est-à-dire que on a continué à l'embaucher, il n'a pas été renvoyé, mais il a été placé donc en exil chez les carrossiers, sans mission précise et sans personnel à diriger. Donc, on va dire, c'est ce il a vécu comme un véritable placard. Et là, dans ce domaine, en fait, quand il a voulu introduire la question des formules informatiques, on avait une troisième ou une quatrième évolution qui était en cours, c'était celle de l'informatique. C'est-à-dire donc l'arrivée des calculateurs qui sont devenus après les ordinateurs, et qui permettait éventuellement d'introduire des dimensions mathématiques à ce dispositif de commande. Et c'est ça qu'en fait, en quelque sorte, depuis son placard, ayant le temps de réfléchir, c'est ça qu'il a essayé de mettre en place. Et donc, il s'est retrouvé dans le milieu des mathématiciens, dans le milieu des informaticiens, dans le milieu des graphistes de l'époque, qui étaient en train de chercher une façon d'utiliser l'ordinateur, le computer, pour aider au design, donc au style des carrosseries. Quel rôle Renault a-t-il joué dans le parcours et les innovations de Pierre Béziers ? Alors, le rôle de l'entreprise Renault est essentiel. Il est essentiel, mais il est particulièrement effacé. Enfin, le rôle de l'entreprise Renault est essentiel, mais il est partiellement effacé. Il est effacé parce que il y a eu une hostilité entre la direction de Renault à un moment, à partir des années 60, pour faire court, et l'un de ses ingénieurs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Pierre Béziers était un innovateur salarié. Et en fait, il opérait ces améliorations à l'intérieur de l'entreprise qui le payait pour ça. Et en fait, Pierre Béziers, il distingue deux périodes dans sa carrière. Ce qu'il considère comme étant une période faste, donc en gros à partir du lendemain de la guerre jusqu'aux années 1960, une période faste où il a eu carte blanche. Il a eu carte blanche parce qu'il avait inventé pendant la guerre un nouveau dispositif automatique, ce qu'il appelait le dispositif des têtes électromécaniques. Donc c'est ce que j'ai déjà dit. Il avait proposé non pas de faire fonctionner les machines avec une force hydraulique, mais les faire fonctionner avec des moteurs électriques. Donc ça, c'est un dispositif qu'il a mis en place dans les années 40, juste après la Deuxième Guerre mondiale, juste après la libération, à une période où c'était plutôt le modèle de ce qui se passait aux États-Unis qui était regardé. Et là, Renault, la nouvelle Régie nationale des usines Renault, met en place un dispositif totalement innovant, que même les Américains ne connaissaient pas. Et ça fait qu'il y avait des ingénieurs américains qui venaient voir ce qui se passait à Billancourt. Alors que c'est la période de ce qu'on appelait les missions de productivité, où tous les ingénieurs, tous les syndicalistes européens, enfin de l'Europe occidentale, allaient voir aux États-Unis comment il fallait faire. Donc il y avait quelque chose qui a été inversé à ce moment-là et qui a été la grande fierté de Pierre Béziers. Mais ce qui se passe, c'est ce qui est moderne à une époque, très rapidement devient en quelque sorte moins à la pointe. Et c'est ce qui s'est passé dans les années 60, enfin 45. On a dit à Pierre Béziers, bon, le système électromécanique, c'est bien, mais c'est pas le top, en gros. Bon, toujours est-il que, en fait, il a commencé une période sombre à partir de 1960, enfin, qu'il considérait comme tel, parce qu'il s'est retrouvé isolé. Et en fait, il a considéré que l'entreprise qu'il payait ne l'avait pas aidé à développer sa courbe. Et c'est pour ça que quand on lui a demandé à qui attribuer la courbe, il a dit on ne peut pas l'attribuer à Renault, et du coup, je me l'attribue à moi-même. D'accord ? Donc il y a eu quelque chose. Donc ça a été les courbes de Béziers et non pas les courbes de Renault ou les courbes de Béziers de Renault, par exemple, ce qui fait qu'on a une attribution de cette innovation qui n'a pas de repère. D'abord, c'est une formule de mathématiques qui a été conçue par un mécanicien, et ça c'est étonnant.
Ensuite, c'est une avancée informatique qui a été mise en place au sein d'une entreprise automobile et, qui plus est, qui a été mise en place dans une entreprise française et non pas anglo-saxonne ou américaine. Donc, en quelque sorte, vous avez une innovation qui est triplement bizarre, pour reprendre le terme qu'utilise Pierre Bézier dans un article de 82. Elle est bizarre parce que son origine géographique n'est pas cohérente, en tous les cas dans le système du développement technologique de l'époque. Elle vient d'un secteur d'activité qui n'est pas habituel. Ça ne vient pas du milieu des informaticiens. Et dernière chose, c'est une invention qui est bizarre du fait de l'identité de son inventeur. Comme vous dites, il n'était pas mathématicien. En quoi son rôle, ou en tout cas son approche d'ingénieur, a été déterminante dans ses recherches? Il n'était pas mathématicien, il n'était en tout cas pas du tout reconnu comme un mathématicien, mais il avait fait des études de mathématiques comme ingénieur. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Pierre Bézier a eu bien conscience de cette différence entre sa façon de faire des mathématiques et la façon dont les scientifiques mathématiciens en faisaient. Et d'ailleurs, il en parle dans ce fameux article de 82, petite histoire d'une idée bizarre. Et je le cite, donc ouvrez les guillemets, « La différence avec les équipes de mathématiciens qui se sont penchés sur les mêmes problèmes, c'est que nous avions eu, dès l'origine, une vision claire du but poursuivi, qui était d'établir un ensemble cohérent. » Et il continue, « Les travaux des mathématiciens étrangers valaient bien les nôtres, mais leur but final avait probablement été moins bien choisi. » Donc en fait, Pierre Bézier, dans ses témoignages de cette époque-là, n'évoque pas, dans un premier temps, des travaux parallèles qui ont été faits par un autre ingénieur, mais mathématicien, qui s'appelait Paul de Castelgau chez Citroën, parce que les travaux de Paul de Castelgau étaient, à cette époque-là, secrets. Enfin, ils étaient confidentiels. Là où Pierre Bézier travaillait en fait chez Renault, alors que Renault ne considérait pas ses travaux, et donc Pierre Bézier pouvait en quelque sorte diffuser ses idées, puisque personne ne voyait en quoi ça aurait été un problème. Voilà, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la différence des mathématiciens, Pierre Bézier, lui, il cherchait une solution concrète à un problème posé, qui était celui de la reproduction, en quelque sorte, des dessins de carrosserie en artefacts industriels. Et en fait, lui, ce qu'il cherchait, c'était l'efficacité. Et en fait, il en retient deux leçons. La première, c'est qu'il y avait une séparation culturelle entre deux mondes, celui des scientifiques, donc, qui étaient censés développer une science pure, une mathématique pure, et celui des praticiens comme lui qui, au contraire, étaient en train de développer ce qu'on appelle aujourd'hui une science appliquée, des mathématiques appliquées. C'est-à-dire comment on utilise les mathématiques pour régler un problème. Et non pas comment est-ce que les mathématiques permettent de résoudre une idée générale. Et ça, c'est encore une deuxième différence, c'est que lui, comme outilleur, il avait l'habitude des cotes précises, on en a parlé, mais il avait l'habitude des tolérances. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être absolument exact. On n'a pas besoin d'un produit mathématique totalement exact. On a besoin d'avoir un produit efficace. Oui, il n'a pas besoin d'être au millimètre près, mais d'avoir un ensemble cohérent, voilà, qui peut se reproduire assez facilement. C'est en fait un système go-no-go. Enfin, c'est en gros, c'est un calibre. Il faut que ça marche, que ce soit utile, mais pas que ce soit forcément absolument pointu. Ce qui fait qu'il est dans un système lui-même d'approximation, mais d'approximation moins importante que les approximations, en quelque sorte les approximations non contrôlées des carrossiers de cette époque-là. Et ça veut dire qu'il a besoin d'un dispositif qui est économe, qui est moins coûteux en calcul,
que ce que des mathématiciens feraient de leur côté. Bon, c'est-à-dire que, en fait, avec peu de moyens, parce qu'en plus d'être au placard, il n'avait pas à sa disposition les outils informatiques qui commençaient à se développer à cette époque-là. Du coup, il était obligé de trouver une solution simple et conviviale. Maintenant, écoutons un extrait d'une archive de Pierre Bézier sur la rage de ceux qui veulent faire du nouveau. Il y a également, je crois, un petit peu de cette rage des gens qui veulent faire du nouveau, quel que soit leur risque, car l'aventurier n'est pas bien vu. C'est celui qui va mettre le scandale. Toujours. L'Écriture l'a dit, le malheur est celui par qui le scandale arrive. Et le scandale, c'est de ne pas faire comme tout le monde. Absolument. Il y a dans la langue anglaise, il y a ce qu'on appelle les problem childs, les enfants qui créent des problèmes, les enfants qui ne sont pas comme les autres. Il finit un petit canard. Oui, ces enfants qui ont des imaginations un peu hors série, dont on ne sait pas trop ce que l'on doit attendre. Mais ce ne sont pas toujours ceux qui ensuite, dans l'existence, donnent des plus mauvais résultats. Donc il ne faut surtout ne pas décourager les aventuriers, à condition que les aventuriers aient quand même une certaine dose de bon sens. Il ne s'agit pas de rêver à la Lune, etc. On en a un petit peu déjà parlé tout à l'heure, des États-Unis qui viennent regarder le travail de Pierre Bézier chez Renault en France. Pourquoi spécifiquement ces travaux ont été reconnus plus rapidement à l'étranger qu'en France ? Alors, Pierre Bézier avait bien conscience de cet écart. Et en fait, il en parlait en utilisant le verset des évangiles de saint Matthieu qui dit « Un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison ». Et en fait, effectivement, il avait bien conscience, pour la deuxième partie de sa carrière, en tous les cas, de ne pas être reconnu chez Renault, c'est-à-dire sa maison. En fait, c'est une période où il est mis à l'écart et où il avait bien le sentiment que l'innovation est en quelque sorte ce qu'il appelait un empêcheur de tourner en rond. C'est-à-dire qu'une innovation vient perturber la bonne marche d'une entreprise et de ce fait, c'est une période de trouble et qui est éventuellement, pendant un temps, moins productive. Donc ça, il en avait bien conscience et d'autant plus que, en fait, en France et chez Renault en particulier, il n'était pas pris au sérieux. Pourquoi est-ce qu'il n'était pas pris au sérieux ? Parce que Pierre Bézier venait d'une école d'ingénieurs, je dirais, de seconde catégorie, en tout cas perçue comme telle à cette époque-là, moins prestigieuse que les grandes écoles. Et pour les ingénieurs de son entreprise, c'était les polytechniciens qui étaient les spécialistes des mathématiques. Donc s'il y avait une solution mathématique à trouver, il fallait que ce soit un polytechnicien et certainement pas un Gazard. Et de ce fait, Pierre Bézier a été obligé d'inventer un pseudonyme, c'est-à-dire qu'il a attribué sa courbe à un savant inventé qu'il a appelé Onésime Durand. Et de fait, pour faire passer devant ses collègues polytechniciens le fait qu'il avait une solution mathématique, donc il a dit, mais ça a été inventé par quelqu'un. Alors Durand, ça faisait que c'était absolument impossible de retrouver le nom de cette personne-là, mais en tous les cas, à l'époque, on n'avait pas non plus les outils d'aujourd'hui. Donc en quelque sorte, ça n'a posé de problème à personne. Donc ça, c'était, vous voyez, il avait un problème, en tous les cas, qui était un problème franco-français dans le milieu des ingénieurs. Et par contre, il n'y avait pas ce souci-là aux États-Unis. Aux États-Unis, où ils étaient, eux également, en train de chercher des solutions à ce problème de carrosserie. Parce que tous les constructeurs l'avaient, Ford, Chrysler, General Motors, etc. Ils ont vu en Pierre Bézier le début de la solution de leurs propres problèmes. Donc eux, ils étaient en train de chercher des solutions. Et en 1968, en mai 1968, ils invitent Pierre Bézier, dont ils ont quand même commencé à connaître un petit peu les travaux. Ils l'invitent au congrès de la Société des ingénieurs de l'automobile à Détroit. Et il l'invite pour faire le discours d'ouverture, c'est-à-dire ce qu'on appelle le keynote.
C'est-à-dire que c'était en quelque sorte la personne qui venait avec une solution extraordinaire. Et cette conférence a été suivie, a été un succès incroyable. Elle a été suivie par une audience, je dirais, il a fait salle comble. Et après, toutes les entreprises ont demandé à Pierre Bézier de venir expliquer chez eux. Donc il était à Détroit, donc le temple de l'automobile de cette époque-là, et ils lui ont demandé de venir expliquer son système. Donc ça fait que Pierre Bézier était en train de proposer une solution simple à des ingénieurs automobiles qui, eux, étaient devant une situation compliquée. Donc ils étaient intéressés. Alors l'étape suivante, c'est que Pierre Bézier a soutenu une thèse de mathématiques sur cette question des courbes, en 1977, c'est-à-dire 2 ans après sa retraite. Et à partir de ce moment-là, il avait du coup une légitimité scientifique derrière le dispositif qu'il avait attribué à ce fameux Onésime Durand qui n'existait pas et qui était que lui-même. Et en fait, ça fait que progressivement, il a été reconnu, d'autant plus que très rapidement, ces courbes ont été en quelque sorte dans le domaine public, puisque comme ils n'ont pas été, le brevet n'a pas été renouvelé, du coup c'était disponible pour tous. Et qui est-ce qui en a profité? D'un côté, c'est l'entreprise Dassault Systèmes qui a réutilisé ce dispositif à travers un logiciel qui s'appelle CATIA, qui aujourd'hui est utilisé partout dans le monde industriel, justement pour faire de la CFAO. Et d'un autre côté, c'est un entrepreneur de cette époque, designer, qui s'appelait John Warnock, et qui a cofondé l'entreprise Adobe, et qui s'est servi des courbes de Bézier, à la fois pour son logiciel Plume, c'est-à-dire en fait de graphisme, et en même temps pour ses logiciels de Illustrator, Photoshop, etc. Et donc aujourd'hui, on a les courbes de Bézier qui sont utilisées comme, en quelque sorte, logiciel libre de droit par tout un ensemble d'entreprises industrielles ou de graphisme. Aussi, vous indiquiez quand on s'est rencontrés la dernière fois que dans la notice de Adobe, Pierre Bézier est justement cité. Alors c'est assez rare. Oui. Et même dans la notice le guide en quelque sorte de Adobe, je veux dire le guide d'utilisation, il y avait un article en anglais qui ouvre ce guide publié en 2001. Et un texte, et j'étais en train de le lire, je me dis mais ça ressemble à du Bézier, c'est absolument incroyable, et je ne m'attendais pas du tout à ça. Et de fait, qu'est-ce qui se passe? On a l'indication du nom de l'auteur, l'auteur c'était effectivement Pierre Bézier, simplement c'était un texte posthume, puisque Pierre Bézier est mort en 1999, et en quelque sorte vous avez après l'article de Pierre Bézier traduit en anglais, ou produit en anglais par Pierre Bézier, puisqu'il était il était anglophone, je dirais, il était capable d'écrire et de présenter des textes en anglais. Et vous aviez carrément une sorte de fiche nécrologique dans laquelle on dit les courbes de Bézier sont à la base du dispositif Adobe. Et par contre, alors ce qu'ils disent, c'est Pierre Bézier, qui était un ingénieur de Renault presque inconnu. Donc en fait, ils font référence à cette méconnaissance de toute la première partie de la carrière de Pierre Bézier. Et en quelque sorte, ils ne donnent pas d'explication. Qu'est-ce qu'un mécanicien vient faire dans un dispositif informatique et mathématique? Ça nous permet justement d'enchaîner sur notre dernière partie, puisque vous parlez il le nomme comme inconnu. Que nous apprend l'histoire de Pierre Bézier sur cette manière dont certaines innovations sont devenues invisibles avec le temps? Alors, je pense que l'expérience de Pierre Bézier, enfin en quelque sorte les deux histoires de Pierre Bézier, nous apprennent qu'il y a différentes formes d'inventivité, qui ne sont pas forcément celles qu'on attend. Et que cette inventivité est aussi l'objet en quelque sorte de préjugés culturels qui font qu'on les voit plus ou moins bien. Alors,
pour ce qui est de la première innovation de Pierre Bézier, on voit que une invention qui pendant un temps est moderne, est nouvelle et à la pointe en quelque sorte, devient assez rapidement caduque. Et en fait, alors il y a un historien qui explique ça très très bien, c'est David Edgerton, dans un ouvrage qui s'appelle Quoi de neuf. En fait, David Edgerton montre que très souvent, les promoteurs des inventions nouvelles, en fait, font croire que leur invention vient remplacer complètement ce qui se passait avant. Et donc, quand il dit quoi de neuf, c'est justement, lui, ce qu'il montre, c'est que l'usage des inventions, quelquefois, sont beaucoup plus longues que celles de leur promotion. Donc, il ne faut pas confondre ce qu'on met en avant, ce qu'on promet comme étant neuf et essentiel, et ce qui, en fait, est utilisé. Et alors, l'exemple typique, c'est celui des têtes électromécaniques dont je vous ai parlé. Donc, le système des machines transfert, qui a été mis en place de façon originale par Pierre Bézier dès 1947 chez Renault, qui ont été très rapidement considérées comme étant caduques, comme étant dépassées, alors qu'en réalité, elles ont continué à être utilisées dans les usines Renault. Et encore aujourd'hui, on parle de chaîne transfert, etc. Donc c'est ce dispositif qui sert concrètement à produire les moteurs, plus que ce qui a été présenté comme des nouveautés. On parle de la 4e révolution industrielle, etc. Enfin, vous voyez, c'est ce système où on a envie de mettre en avant la modernité, le progrès, alors que quelque part, il y a des systèmes qui fonctionnent toujours. Et c'est un petit peu pour ça que l'apport de Pierre Bézier, donc les têtes électromécaniques, ont été mises de côté. Alors certes, ce ne sont plus des têtes électromécaniques, maintenant ce sont des têtes numériques, ce sont des têtes informatiques. Voilà, mais ceci étant, le principe qui avait été mis en place à ce moment-là est toujours d'actualité, mais elles sont en quelque sorte effacées du discours dominant en quelque sorte de l'innovation. Et deuxième chose que ça retient, c'est que pour être reconnue, une innovation, elle doit avoir des héros. D'accord ? Donc il faut qu'il y ait des personnes un petit peu héroïques derrière qui, en quelque sorte, personnalisent l'invention qui a été faite. Et ça passe souvent par un récit de succès, success story. Il faut que ce soit un petit peu the American Dream. Vous voyez, il faut que ça rentre dans un cadre. Et une des particularités, il faut que le héros, en quelque sorte, soit devenu riche. Dans la mentalité culturelle américaine, c'est la richesse, enfin, je dirais monétaire, qui rend compte, qui fait foi du succès de l'invention. Et or, Pierre Bézier, qu'est-ce qui s'est passé ? Lui, c'était un inventeur salarié. Donc, il continue à toucher son salaire. Et deuxième chose, son invention est passée dans le domaine public. Donc, en quelque sorte, il n'a pas eu les usufruits, je dirais, de l'invention qui est utilisée communément aujourd'hui. Et il l'a fait de façon idéologique, c'est-à-dire que lui, il était vraiment dans l'idée que on est dans un système de partage, on partage la connaissance, mais du coup, il ne rentre pas dans le cadre en quelque sorte du succès tel qu'il devrait être. C'est un petit peu pour ça qu'il est méconnu. Et dernière chose que je voulais dire, c'est que en fait, il montre que c'est pas forcément la voie royale qui est la meilleure. C'est-à-dire qu'en fait, il faut être attentif à des formes d'inventivité auxquelles on peut ne pas s'attendre, et qu'il faut être capable, ceci dit, d'en tirer parti. Et ça, je pense que c'est un domaine dans lequel, enfin, si je peux me permettre une remarque assez générale, on est assez fort en France pour trouver des idées nouvelles, mais on n'est pas forcément excellent pour les exploiter jusqu'au bout, quoi. Ce que d'autres ont réussi à faire. Et en fait, c'est un petit peu cette méconnaissance de l'histoire de Pierre Bézier que j'ai essayé de développer, enfin d'expliciter dans la biographie industrielle que j'ai écrite à son propos, enfin que j'ai mis un petit peu de temps à faire, mais qui s'appelle aujourd'hui Pierre Bézier, la discrète renommée mondiale d'un ingénieur, et qui est publié depuis novembre 1925 à Classique Garnier.
Merci beaucoup en tout cas d'avoir échangé avec nous sur un sujet très intéressant.